Bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux ou heureuse que tu sois parmi nous aujourd'hui. Si cette vidéo s'est lancée sous tes yeux, ce n'est certainement pas un hasard. Peut-être s'étend derrière toi une relation longue, complexe ou troublante qui continue de t'habiter. Peut-être cherches-tu encore des réponses à des questions qui ne cessent d'un rempart de résonner en toi. Quoi qu'il en soit, tu es exactement à ta place ici. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, mais qui reste rarement formulé à voix haute. Que pense réellement un narcissique de toi, bien après la rupture du contact? Des semaines, des mois, parfois même des années se sont écoulées et tu croyais que tout appartenait désormais au passé. Peut-être es-tu parti, peut-être s'est-il éloigné, ou peut-être n'y a-t-il jamais eu de véritable conclusion, seulement un silence progressif, un éloignement discret et presque imperceptible. Le temps a passé et tu pensais être enfin libre. Pourtant, peu de gens savent qu'au sein de l'univers intérieur d'un narcissique, on ne disparaît jamais totalement. Non pas parce qu'il éprouve encore de l'amour ou du manque, mais parce que ton départ a déséquilibré son ordre interne. Ceux qui échappent à son emprise continuent d'occuper une place dans son esprit. À l'extérieur, l'image peut sembler tout autre. Il agit comme si tu n'avais jamais existé, te dénigre parfois, ou affiche une indifférence calculée. Mais derrière cette façade soigneusement entretenue, ta présence demeure. Ce qu'il rumine en silence révèle bien davantage que tout ce qu'il pourrait exprimer ouvertement. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 pensées qu'un narcissique entretient après une séparation. Des réflexions parfois inattendues, souvent éclairantes, et essentielles pour comprendre la dynamique en profondeur. Nous verrons comment il réécrit le passé dans son esprit, observe ta vie à distance, se sent ébranlé par ta force intérieure et tente, même en ton absence, de conserver une forme de contrôle. Chers spectateurs, avant de poursuivre, nous aimerions vous inviter à vous abonner à la chaîne, si cela ne vous demande pas trop d'efforts. Votre soutien compte énormément pour nous et nous encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Chaque abonnement est une marque de confiance que nous apprécions sincèrement. Merci infiniment pour votre présence, votre intérêt et votre fidélité. Sans plus attendre, entrons directement dans le premier point. Premier point, pourquoi ton départ a tout changé? Le premier point marque une étape vers la lucidité intérieure et ouvre un espace de compréhension essentiel. En saisissant ce qui se joue réellement à ce niveau, tu ne crées pas seulement une nouvelle clarté pour toi-même, tu participes aussi à briser des schémas d'attachement émotionnel qui peuvent t'emprisonner longtemps. C'est précisément ici que se révèle ce qu'un narcissique pense de toi en profondeur, même s'il ne l'avouera jamais. Dans sa perception intime, tu ne représentes plus une proximité perdue ni un lien affectif particulier. Tu n'es pas le souvenir d'une tendresse ou d'un attachement sincère. Tu incarnes quelque chose de bien plus dérangeant pour lui, l'instant où il a perdu la maîtrise. Car le narcissique construit son identité autour du contrôle, de la domination subtile et du sentiment de pouvoir orienter les autres. Cette architecture intérieure lui sert de fondation. Lorsque tu es parti, un déséquilibre s'est installé. Surtout si ton retrait a été posé, réfléchi, porté par une solidité intérieure. Ce n'est pas tant la rupture qui l'a ébranlé que la prise de conscience que tu lui as échappé. Son image de lui-même, bâtie sur la prévisibilité et l'emprise, a commencé à se fissurer. En apparence, il peut afficher indifférence ou sérénité. Il affirme que tout est terminé, qu'il a tourné la page. Pourtant, ton absence demeure comme une frontière invisible. Il était convaincu de garder sur toi une influence durable. Cette certitude s'est dissoute et c'est cela qui persiste en lui. Ton éloignement lui rappelle qu'une force intérieure n'a pas besoin de bruit pour exister et que l'autonomie véritable s'installe en silence. Même s'il tente d'écarter cette vérité, elle continue d'agir en arrière-plan. Non comme un manque, mais comme la preuve discrète que son pouvoir n'est pas absolu. Voilà pourquoi tu occupes encore une place particulière dans ses pensées.
une place qu'il peine lui-même à définir. Deuxième point, comment ils réécrivent le passé en eux. Le deuxième point met en lumière un processus intérieur discret mais persistant qui se prolonge bien après la fin du lien. En eux, chaque échange, chaque scène vécue avec toi est rejouée, non dans un esprit d'introspection sincère, mais dans une logique d'ajustement narratif. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de remodeler les souvenirs afin de préserver une image de soi intacte. Les conversations, les tensions, les gestes infimes comme les conflits majeurs sont réorganisés mentalement jusqu'à former un récit cohérent où ils apparaissent compréhensibles, mal interprétés, voire lésés. L'autocritique y trouve rarement sa place. Même avec le temps, la responsabilité personnelle ne s'impose pas. Les souvenirs sont déplacés, les significations modifiées, les rôles redistribués. Ce qui t'a blessé est minimisé. Tes réactions deviennent excessives, tes limites sont qualifiées de froideur, ta décision est interprétée comme un rejet injustifié. Dans cette version reconstruite, ils ne sont pas ceux qui ont perdu le contrôle. Ils deviennent ceux qui ont été abandonnés. Ta solidité intérieure disparaît au profit d'une distance émotionnelle qu'ils prétendent avoir subie. Ces répétitions mentales ne visent aucune évolution. Elles ont une fonction défensive. À chaque réécriture, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes se consolide, débarrassée de toute culpabilité. Tu n'apparais plus comme une personne à part entière, mais comme un personnage dans un récit destiné à protéger leur estime personnelle. Ainsi, se forme une mémoire retravaillée, où ils ont nécessairement agi correctement, car toute autre conclusion mettrait en péril leur équilibre interne. Tant que cette narration tient, le sentiment de supériorité demeure intact. Elle leur permet d'éviter les questions inconfortables tout en maintenant une apparente paix intérieure. Pendant que tu avances déjà vers autre chose, ils continuent, en silence, à préserver une version du passé dans laquelle ils n'ont jamais à se remettre en question. Troisième point. Pourquoi ils ne cessent pas d'observer ta vie à distance? Le troisième point met en évidence une attitude discrète, souvent invisible, mais chargée d'une forte portée intérieure. Même lorsque tout contact est rompu et que des limites claires ont été posées, l'attention ne disparaît pas pour autant. À distance, ils continuent de suivre ton parcours, sans se montrer, sans intervenir directement, mais en arrière-plan. Un regard furtif sur tes réseaux sociaux, quelques questions glissées auprès de connaissances communes, ou une réapparition soudaine après un long silence. Ces comportements ne traduisent ni un intérêt sincère, ni une réelle bienveillance. Ils répondent à un besoin bien plus fondamental. Ils cherchent à savoir où tu en es, car ton évolution devient pour eux un repère d'évaluation. Ta trajectoire sert de point de comparaison. Si tu sembles équilibré, épanoui, ou visiblement transformé, une tension intérieure se manifeste. Ton progrès agit comme un rappel troublant. Tu peux avancer sans leur influence. En revanche, si ta vie paraît compliquée ou marquée par des difficultés, ils y puisent une validation silencieuse. Ils y voient la confirmation qu'ils occupaient une place essentielle. L'idée que tu puisses avoir trouvé le bonheur sans eux est particulièrement difficile à supporter. Non par joie pour toi, mais parce que cela remet en cause une conviction qu'ils doivent préserver à tout prix, celle d'être indispensables. Ton bien-être autonome fragilise cette croyance, pourtant centrale dans leur construction identitaire. Ce mécanisme de comparaison ne repose pas sur une assurance solide, mais sur une insécurité profonde. Leur estime d'eux-mêmes dépend d'un étalonnage constant par rapport aux autres. Si tu as compté, même brièvement, tu restes inscrite dans ce système intérieur d'évaluation. C'est pourquoi ils ont tant de mal à détourner le regard. Pendant que tu avances librement, sans devoir te justifier, ton existence devient pour eux un miroir silencieux. Non parce qu'ils souhaitent te récupérer, mais parce que ton chemin reflète quelque chose qui leur échappe. La capacité à se suffire à soi-même. Et c'est cette réalité qui maintient leur attention, souvent bien plus longtemps qu'ils ne l'admettraient. Quatrième point, ta force intérieure
les a plus déstabilisés que tout. Le quatrième point touche une vérité qu'ils reconnaissent difficilement, même en eux-mêmes. Derrière les remarques dévalorisantes, les manipulations subtiles et les tentatives de te diminuer se cachait une autre réalité. Il ne s'agissait pas d'une véritable supériorité, mais d'une forme d'envie silencieuse. Ce qui les troublait n'était ni ton apparence, ni tes réussites extérieures, mais ta capacité à tenir debout par toi-même. Les narcissiques peuvent paraître sûrs d'eux en surface. Pourtant, leur équilibre intérieur demeure fragile. Leur stabilité dépend fortement de l'approbation extérieure, reconnaissance, admiration, sentiment d'être nécessaire. En l'absence de ces apports, un vide s'installe rapidement. C'est là que résidait la différence entre vous. Tu possédais une autonomie qui ne demandait pas d'alimentation constante. Tu savais te réguler, poser des limites, rester centré, même lorsque la situation devenait inconfortable. Cette indépendance leur était difficile à accepter. Non parce qu'ils la comprenaient pleinement, mais parce qu'ils percevaient qu'ils n'avaient pas de prise totale sur toi. Le moment où tu t'es éloigné, physiquement ou intérieurement, a été particulièrement déstabilisant. Tu ne t'es pas effondré, tu n'es pas resté, figé. Au contraire, tu as réorganisé ta vie. Cette continuité les a confrontés à une vérité dérangeante. Malgré leurs tentatives de remise en question ou de dévalorisation, ta stabilité était authentique. Incapables d'intégrer pleinement cette réalité, ils ont souvent préféré la masquer par le rejet, la distance émotionnelle ou la projection. Ce qu'ils ne pouvaient te tolérer en eux-mêmes a été déplacé vers l'extérieur. Ainsi, l'estime silencieuse qu'ils pouvaient éprouver pour ta solidité s'est dissimulée derrière une attitude de dénigrement. Pourtant, le fait demeure. Ta capacité à te soutenir toi-même était réelle, discrète, mais puissante. Et c'est précisément cette qualité qu'ils ne pouvaient reconnaître ouvertement, même si elle a continué à les marquer bien après votre séparation. Cinquième point, ce qui leur manque vraiment, ce n'est pas la personne, mais la sensation. Le cinquième point révèle une réalité que beaucoup ne perçoivent qu'avec le temps et qui éclaire pourtant de nombreux comportements. Contrairement à une idée répandue, les narcissiques ne sont pas totalement incapables d'attachement. Ce qui leur fait défaut, en revanche, c'est la capacité à construire un lien sain et réciproque. Lorsqu'ils affirment te regretter, ils parlent rarement de toi en tant qu'individu, avec ta sensibilité, tes besoins et tes limites. Ce qui leur manque, c'est la fonction que tu occupais dans leur équilibre interne. Tu n'étais pas simplement un partenaire ou une présence affective. Tu étais une ressource, une source d'attention, de validation, de réaction. Tu écoutais, tu reflétais, tu soutenais, parfois tu confrontais. À travers toi, ils se sentaient importants, reconnus, renforcés. Cette dynamique alimentait directement leur image d'eux-mêmes. Lorsque tu es parti, cet apport s'est interrompu. Et c'est précisément là que s'est installé un vide difficilement tolérable. Ce manque n'est pas vécu comme la perte d'une intimité authentique, mais comme une déstabilisation intérieure. Ce ne sont ni ton rire, ni tes valeurs, ni ta singularité qui font défaut, c'est l'effet que tu produisais sur eux. Sans toujours en avoir conscience, tu soutenais leur équilibre psychique. Une fois cette base retirée, leur dépendance est devenue évidente. Il arrive alors qu'ils tentent un rapprochement. Messages inattendus, paroles teintées de regrets, déclarations soudaines, gestes spectaculaires. Ces initiatives peuvent sembler sincères, parfois même bouleversantes. Pourtant, elles ne traduisent que rarement un désir de compréhension mutuelle. Il ne s'agit pas de te retrouver, mais de récupérer un état intérieur perdu. Ce qu'ils cherchent à restaurer n'est pas une relation équilibrée, mais une configuration dans laquelle ils se sentèrent complets. Ta place n'était pas celle d'un égal, mais celle d'un rôle au service de leur stabilité. Comprendre cela transforme la perspective. Le prétendu manque ne relevait pas de l'amour, mais d'une dépendance affective. Et cette prise de conscience permet de créer une distance intérieure salutaire. Car ce qu'ils poursuivent, ce n'est pas toi.
c'est la sensation qu'ils ne savent générer qu'à travers autrui. 6e point, pourquoi ils t'attribuent leurs propres échecs. Le 6e point met en lumière un mécanisme profondément enraciné dans la psyché narcissique, souvent actif bien après la séparation. Même pour des situations où tu n'as joué aucun rôle, tu peux devenir, dans leur esprit, responsable. Assumer ses erreurs est particulièrement difficile pour un narcissique. L'introspection est limitée et la culpabilité dirigée vers soi-même est difficilement supportable. Ainsi, lorsque quelque chose échoue, dans la sphère professionnelle, financière ou relationnelle, la responsabilité est déplacée vers l'extérieur. Il devient nécessaire de désigner un responsable. Souvent, ce responsable, c'est toi. Même après des années sans contact, leur esprit peut élaborer des scénarios où ton départ aurait provoqué une série de conséquences négatives. Ils construisent des récits dans lesquels tu aurais compromis leur opportunité, fragilisé leur stabilité ou entravé leur réussite. Chaque revers, chaque frustration, chaque difficulté est reliée d'une manière ou d'une autre à ta personne, indépendamment de toute réalité objective. Il s'agit d'un processus de projection classique. Plutôt que d'affronter leurs propres limites, leurs erreurs ou leurs insécurités, ils externalisent la faute. Leur ego reste ainsi protégé, tandis que tu demeures présente dans leur paysage mental, non comme individu, mais comme symbole de défaillance. Ton nom devient le réceptacle de tout ce qu'ils refusent d'associer à eux-mêmes. Une réalité déformée s'installe, dans laquelle tu incarnes le rôle du bouc émissaire, même si tu as depuis longtemps poursuivi ton chemin. Ce mécanisme n'est pas toujours conscient. Il naît d'une insécurité profonde et d'une crainte intense de l'autodévalorisation. En projetant leurs peurs, leurs doutes et leur insuffisance sur toi, ils maintiennent une cohérence interne. Ta présence persistante dans leurs pensées répond à une fonction psychologique précise, préserver leur image d'eux-mêmes et maintenir l'illusion du contrôle. Comprendre cela change profondément la lecture des accusations, explicites ou silencieuses. Elles ne parlent pas de toi, mais de leurs conflits internes. Elles dissimulent une incapacité à assumer leurs responsabilités et une peur de faire face à leurs propres échecs. Et c'est précisément cette compréhension qui ouvre un espace de liberté. Plus tu intègres que ces reproches ne t'appartiennent pas, plus il devient facile de te détacher intérieurement. Tu cesses alors d'être un personnage dans leur récit défensif et retrouves pleinement ta place dans ta propre vie, libéré du poids qu'ils avaient projeté sur toi. 7e point, pourquoi ils revivent sans cesse les anciens conflits. Le 7e point met en lumière un processus profondément enraciné dans la structure psychique narcissique qui demeure actif bien après la rupture. Là où d'autres utilisent les conflits passés pour mûrir, comprendre et évoluer, le narcissique poursuit une toute autre finalité. Il retourne aux disputes anciennes, non pour apaiser, mais pour se conforter. Chaque reproche, chaque tension, chaque instant douloureux devient, dans son esprit, une pièce à conviction. Non pas dans un procès intérieur dirigé contre lui-même, mais contre toi, désigné ou désigné comme élément perturbateur. Les dialogues sont rejoués, les mots redéfinis, les intentions réinterprétées. Les gestes sont déformés, les émotions requalifiées. Tout est retravaillé afin de s'intégrer dans une narration où son image reste intacte. Cette répétition mentale agit comme une boucle défensive. À force de réécriture, il consolide la certitude de n'avoir commis aucune faute. Progressivement, dans son récit intérieur, il devient la victime incomprise, celle qui aurait été injustement traitée ou provoquée. Il ne s'agit jamais d'une véritable élaboration psychique ni d'une recherche de paix intérieure. L'idée de tourner la page n'entre pas dans cette dynamique. L'objectif est ailleurs. Obtenir la confirmation qu'il avait raison, que ses réactions étaient légitimes, que la responsabilité ne lui appartenait pas. La mémoire devient malléable, façonnée au service d'un ego qui doit rester irréprochable.
Même des années plus tard, ces scènes peuvent être rejouées mentalement comme si elles étaient encore actuelles. Chaque retour en arrière sert à stabiliser l'estime de soi, à neutraliser la culpabilité et à renforcer l'image d'une personne forte et irréprochable. Ton comportement devient un outil narratif destiné à préserver un sentiment de pouvoir et de maîtrise. Ainsi, la réactivation des anciens conflits ne parle pas réellement de toi ni de votre histoire. Elle constitue un rituel interne de protection. En reformulant sans cesse le passé, ils figent une version où ils ne sont jamais responsables. Ta présence dans leurs pensées ne correspond pas à ta réalité d'être humain autonome, mais à une fonction, celle de soutenir leur sentiment d'avoir toujours été dans leurs droits. Comprendre ce mécanisme permet de saisir pourquoi certains narcissiques semblent incapables de lâcher d'anciens différends. Il ne s'agit ni de réconciliation ni de compréhension mutuelle, mais de préserver une position de domination intérieure. Et cette lucidité offre une distance salutaire. Tu n'as plus à participer à ces scénarios mentaux qu'ils entretiennent seuls. 8e point, pourquoi ils redoutent que tu les aies démasqués. Le 8e point touche à une crainte profonde, souvent inconsciente, qui persiste longtemps après la séparation. Au cœur de la personnalité narcissique réside une peur constante, celle que leur véritable nature soit révélée. Leur existence repose sur la construction minutieuse d'une image, assurance, charme, supériorité. Pourtant, derrière cette façade, ils savent que la réalité est plus fragile. Cette dissonance génère une tension intérieure permanente, même lorsqu'ils affichent une apparente maîtrise. Ton départ peut amplifier cette inquiétude. Toute parole que tu pourrais prononcer, toute expérience que tu pourrais partager, toute analyse lucide de ce que tu as vécu est perçue comme une menace potentielle. Même en l'absence de confidence de ta part, ils peuvent imaginer des scénarios défavorables. Ils anticipent que d'autres puissent percer leurs intentions, remettre en question leur réputation soigneusement entretenue. Cette appréhension n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle. Elle découle d'un besoin intense d'autopréservation. Chaque souvenir lié à toi devient un point de vigilance. Il reconstitue mentalement les situations passées, évalue ce qui aurait pu être dévoilé, spécule sur les traces laissées derrière eux. Tu cesses alors d'être simplement une personne du passé. Dans leur esprit, tu incarnes le risque d'une révélation. Ton existence représente la possibilité que leur masque se fissure. Cette tension peut perdurer pendant des années. Ils examinent leurs propres actions, réévaluent les scènes vécues, anticipent d'éventuelles conséquences. Cette activité mentale incessante explique pourquoi tu demeures présente dans leurs pensées, même lorsque tu poursuis sereinement ton chemin. Au fond, ce maintien imaginaire du contrôle vise à protéger leur identité construite. Te garder dans leurs préoccupations ne signifie pas qu'ils s'attachent à toi, mais qu'ils cherchent à sécuriser leur image. La peur d'être exposé agit comme un moteur invisible. Elle révèle à quel point leur équilibre reste fragile et combien la possibilité d'être dévoilé constitue pour eux une menace persistante. 9e point, le va-et-vient permanent entre idéalisation et dévalorisation. Le 9e point met en évidence un cycle émotionnel dans lequel de nombreux narcissiques s'enferment après la perte d'une personne significative. Lorsque quelqu'un a occupé une place centrale dans leur vie, une dynamique oscillatoire s'installe. Il ne s'agit ni d'évolution ni d'apaisement, mais d'un mouvement répétitif fait de fixation, de distorsion et de tension interne, un processus qui peut durer bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Souvent, tout commence par la phase de rejet. À ce stade, ils concluent que tu ne réponds plus à leur attente. Que la rupture ait été soudaine ou progressive, initiée par eux ou ressentie comme inévitable de ton côté, le message implicite reste le même. Tu es exclu de leur univers. Ils se persuadent que tu n'étais plus essentiel, que tes défauts surpassaient tes qualités et que leur existence serait plus simple sans toi. Le temps n'apporte pas chez eux la même maturation que chez d'autres. Plutôt que d'examiner leur propre comportement, ils se focalisent sur ce qu'ils estiment avoir perdu.
non pas ta personne ni un lien authentique, mais l'apport émotionnel que tu représentais. L'admiration, l'attention, le sentiment d'ascendant qu'ils éprouvaient à tes côtés leur manque. Puis, parfois après des jours, des mois ou même des années, un renversement se produit. Ils commencent à réhabiliter ton image. Les souvenirs agréables refont surface. L'intensité, l'enthousiasme, la validation que tu leur offrais, le pouvoir qu'ils ressentaient en influençant tes émotions. Ils interprètent cela comme un manque. Pourtant, ce n'est pas toi qu'ils regrettent, mais la fonction que tu remplissais, celle d'une source fiable de valorisation. Cette phase peut se manifester par des messages inattendus, des tentatives de contact ambigus ou des approches subtilement manipulatrices. Ce retour apparent ne relève pas d'un attachement sincère, mais d'une nostalgie centrée sur leur ego. Ils aspirent moins à ta présence qu'au sentiment d'emprise qu'ils associaient à toi. Cependant, l'idéalisation ne dure jamais. Rapidement, la conscience de ton absence réelle s'impose. Le constat que tu ne répondras pas, que tu poursuis ton chemin, déclenche une chute émotionnelle. Incapables d'intégrer cette perte, ils activent leur mécanisme défensif habituel, la dévalorisation. Intérieurement, ils redéfinissent ton image. Tu n'es plus exceptionnel, mais insuffisant. Tes qualités deviennent des défauts, ta singularité une source de déception. Cette oscillation constante, admiration puis rejet, constitue une dynamique épuisante, même pour eux, bien qu'ils ne le reconnaissent pas, Pour l'extérieur, cette alternance paraît incohérente. Pourtant, la logique interne reste stable. Tu es soit idéalisé ou idéalisé, soit rabaissé ou rabaissé. La nuance est rare. Ce mouvement n'a jamais été centré sur toi, mais sur leur besoin de conserver un sentiment de maîtrise. Même en souvenir, ils adaptent ton image pour qu'elle serve leur équilibre narcissique. Tant que le récit ne peut être totalement réécrit en leur faveur, cette répétition persiste. Il ne s'agit pas d'amour ni de haine véritable, mais d'un besoin constant de préserver une illusion de pouvoir face à la perte. 10e point, ils ne retiennent que ce qui sert leur ego. Le 10e point révèle un schéma particulièrement caractéristique. Lorsqu'ils pensent à toi, ce n'est pas ton essence profonde ou la complexité de votre lien qui s'impose. Ce qui compte, c'est la manière dont tu les as fait se sentir, en termes de domination, de reconnaissance ou d'admiration. Si tu renforçais leur estime, si tu les valorisais ou nourrissais leur sentiment de supériorité, ces souvenirs sont conservés précieusement. Ils deviennent des trophées internes, rejoués pour consolider leur image d'eux-mêmes. Non parce qu'ils regrettent la relation, mais parce que ces moments stabilisent leur perception de contrôle. En revanche, si tu as opposé une résistance, affirmé tes limites ou révélé des aspects d'eux-mêmes qu'ils préféraient ignorer, la mémoire se transforme. Les événements sont altérés, minimisés ou effacés. Dans leur version, tu n'étais pas affirmé, mais problématique. Tu n'étais pas lucide, mais blessante. La vérité factuelle importe peu. Seule compte la préservation de l'ego. C'est ainsi que s'expliquent les souvenirs contradictoires. Un jour, tu es idéalisé, le lendemain, dévalorisé. La cohérence externe n'est pas la priorité. Ce qui prime, c'est la stabilité de leur monde intérieur. Ton comportement, ta force et ton intégrité sont intégrés dans un récit modulable, ajusté selon leurs besoins psychiques. Reconnaître ces dynamiques est essentiel. Tu n'as jamais été choisi parce que tu étais fragile. Au contraire, c'est ta solidité, ton authenticité, ta capacité d'empathie ou ton discernement qui ont représenté une valeur pour eux. Ces qualités leur étaient utiles, même s'ils ne pouvaient te les reconnaître ouvertement. Aujourd'hui, tu peux reprendre pleinement cette énergie pour toi-même, pour guérir, évoluer et construire une existence affranchie de manipulation et de contrôle. Les expériences de traversée, les limites posées et les prises de conscience acquises constituent désormais des ressources. Elles t'offrent lucidité, assurance et puissance intérieure. Tu n'es pas brisé. Les cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais les marques d'une traversée.
Elle témoigne de ta capacité à affronter l'ombre et à en ressortir plus forte. Avec le temps, la douleur change de forme. Elle cesse de définir qui tu es et devient le rappel de ta transformation. Reste attentif, fais confiance à ton intuition et souviens-toi, ta force est authentique et elle t'appartient entièrement. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse une évaluation positive ou un pouce levé. Abonne-toi pour découvrir d'autres analyses sur le narcissisme et la puissance intérieure. Partage cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient en bénéficier. Merci de ton attention et à très bientôt.